réunis aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du débat, je vais, au nom de M. le recteur, président de l'Assemblée de l'Université Cheikh Anta Diop, qui m'a fait l'honneur de me demander de le représenter, je vais remettre la parole au professeur Ousmane Sen, maître des lieux. Merci, cher ami. Vraiment, je vais abréger pour un certain nombre de raisons. C'est lundi, et lundi, c'est le jour le plus lourd de la semaine, sans doute. Mais aussi, ne l'oubliez pas, et c'est une heureuse coïncidence, les activités que nous avons ici coïncident parfaitement dans le temps et dans les préoccupations avec toutes les manifestations qui se feront en l'honneur de Cheikh Anta Diop. Je crois que si on avait à répéter ce symposium, par exemple l'année prochaine, je suis sûr et certain que mon ami Ibrahima Thiaw et Mariette Diong voudraient et seraient heureux de se mettre à une table et de discuter pour savoir comment intégrer ce symposium-là dans toutes les manifestations en l'honneur de Cheikh Anta Diop. Je voudrais évidemment remercier le Smithsonian Institute, à la personne de mon amie Deborah Mack ici présente, parce que vous le voyez, c'est une sorte de triangle. Le WARC, l'université Cheikh Anta Diop, c'est une relation ombilicale, et le Smithsonian à travers sa section qui s'occupe de l'histoire et de la culture africaine-américaine. Véritablement, mes remerciements appuyés et chaleureux. Mes remerciements évidemment au professeur Ibrahima Thiaw, qui a joué un rôle extrêmement important avec l'équipe du WARC que je salue ici en passant. Mon ami, mon collègue, mon Machudo Hamadi Bokoum, directeur de l'IFA et bientôt directeur d'autres choses, mais qui aussi se lance dans la même logique et qui m'a rappelé dans mon bureau qu'il est un des pères fondateurs du WARC, ce qui est absolument vrai. Et d'ailleurs, dans l'avenir, on aura à dérouler un certain nombre d'actions que vous verrez vous-même. Évidemment, je ne peux pas ne pas remercier le recteur. Je voudrais m'appuyer là-dessus. On a parlé au téléphone. Ce que le recteur m'a rappelé, c'est que tous les thèmes qu'on va discuter ici autour des 2 ou 3 jours qui viennent entrent en droite ligne des préoccupations actuelles qu'il a en tant qu'historien et qui pourraient peut-être faire l'objet d'une publication. Et il a lourdement regretté de ne pas être ici avec nous, mais il promet de venir en tant que simple historien, m'a-t-il dit, de s'asseoir et de partager les discussions. Il faudrait donc noter ça, cette volonté de l'université Cheikh Anta Diop de prendre part à ces manifestations, mais l'intérêt particulier que le recteur lui-même, en tant qu'historien, en tant qu'enseignant et en tant que chercheur, a pour les thématiques qui vont être débattues ici. Peut-être qu'il pourra apporter sa contribution. Alors, j'ai une présence aussi surprise, mais cela ne m'étonne pas, parce que pendant toute la semaine, j'étais en train de travailler, et à un moment d'ailleurs, j'ai posé la question à Deborah. Je lui ai dit, Deborah, voudriez-vous que l'ambassadeur des États-Unis lui-même ou son remplaçant, le PAO Bob Post, viennent présider la cérémonie? Il m'a dit, Ousmane, tu fais comme tu veux, hein, on te fait confiance. Bon, je me suis dit que l'emploi du temps des ambassadeurs est toujours lourd, extrêmement lourd. Donc Bob, il est toujours à côté de moi, mais il m'avait dit qu'il ne pouvait pas venir aujourd'hui parce que l'ambassadeur lui avait donné des milliers de dossiers. Comment il a fait pour se libérer et venir ici? Ça, je n'en sais rien. Merci Bob d'être venu. Hein? Voilà, ceci étant dit, évidemment, Aboubakri Lam, le professeur Blaquet et tous les autres intervenants, je voudrais véritablement vous remercier. Si je tiens à nommer Aboubakri Lam, parce que je sais qu'il est la cheville ouvrière de tout ce qui s'enseigne, de tout ce qui se fait autour de Cheikh Anta Diop, qu'il accepte de venir ici avant de donner une conférence ailleurs. Merci, un autre Machudo. Hein? Alors, le symposium, il est important. Ce n'est pas tout simplement le titre « Construction of Black Modernities » qui en fait un thème actuel. C'est un thème actuel à cause du contenu et à cause des développements et de la situation dans le monde. Ce qui secoue le monde actuellement, que vous l'appeliez djihadisme,
que vous l'appeliez terrorisme, est-ce que vous pouvez sortir la race de cela? Est-ce que vous pouvez intégrer la race à cela? Mais est-ce que aussi vous pouvez sortir la race de cela? C'est une grande question. Et je vais vous donner un leader. Si vous dites, dans une campagne électorale ou n'importe où, que oui, je vais identifier ou je vais cibler les musulmans, comment pouvez-vous reconnaître un musulman? Un musulman peut avoir un nom chrétien. Vous le savez, au Sénégal, il y a beaucoup de gens qui sont Jean, qui sont Joseph et qui sont musulmans. Comment pouvez-vous reconnaître le musulman à travers sa djellaba? Ou vous allez vous dire dans votre tête, c'est ça les musulmans. Mais c'est qui? Comment vous les identifiez? Donc ce que dit, je crois, le programme Description, que je cite en français et en anglais, et je vais m'en arrêter là, these explanations, perceived as difference, were employed as instrument in an ideology closely linked to power relations, mapped onto racial ideologies, and then ordered in a social hierarchy. While today it is widely understood that human groups can be different but equal, profound racist ideologies continue to thrive in different parts of the world. Among them are those tied to the enduring legacies of Atlantic slavery and colonization. Donc un sujet qui est toujours d'actualité, au moment aussi où on célèbre Cheikh Anta Diop. Merci beaucoup à tout le monde d'être venu participer à ce symposium. Merci. Merci beaucoup, Ousmane. Tu as tellement... Important symposium, and to be invited here by our good friend Ousmane. The ambassador, I'm sure, would like to be here, but he is in chess this morning, and I thought I would also be wrapped up into some of what he's doing. We have the largest military exercise on the continent of Africa going on right now, with Senegal hosting it. It's a special forces operation training called Flintlock, and we have 34 countries from across Africa, North America, Europe, all together here with 1,700 troops exercising across Senegal and Mauritania, working on issues of counterterrorism. Obviously an important issue given some of the current events. So luckily I have a press attaché, and she is in chess with the ambassador dealing with that. So I was freed up and have the pleasure to be here this morning. And it is a pleasure. It's wonderful to have Deborah Mack here from the Smithsonian. I'm very excited about the museum that will, she just told me, should be opening I think in September. Fantastic. Next time I go to back to home to Washington, I look forward to visiting. But it's an honor to have her here with us today as well. For us at the American Embassy, WARC is like a second home. It's what connects the United States and Senegal and brings a lot of American researchers, young researchers, experienced scholars, creates presentations and seminars and workshops. And it's wonderful when we have a chance to join here. I think as we look forward in the United States to the coming year, we have one big event that's going to dominate, already does dominate our political sphere, and that's the U.S. presidential elections. And so we'll be looking at a post-Obama era in a year from now. I think again, looking at some of the challenges we've been facing on race in the United States this year, we'll be taking stock after 8 years of the Obama administration of how well have we dealt with race domestically in the United States. How has it changed? What challenges do we take on in a new presidency? But that also goes out for our foreign policy across the world. What role does race play in foreign policy? How do we account for it? How does it fit into all the factors that Ousmane was talking about in his remarks just now? So I'm really looking forward to hearing the results of your discussions and learning a little bit about what you will be taking on over the next couple of days. And I wish you a really successful discussion. Thank you.
Good morning, everyone, and I want to add my welcome to that of our colleagues and collaborators here. On behalf of our museum's founding director, Dr. Lonnie Bunch, we want you to know that we're very pleased to participate and to be sponsors and co-sponsors of this important symposium. Important because it is one of the fundamental concepts that has fueled the creation of our museum. The National Museum of African American History and Culture will open next September, with President Obama actually cutting the ribbon for the opening of the museum. We're very pleased in accomplishing this because when we do open, it will be 100 years since the request and the congressional authorization of the museum. It took a century for the funding, the politics, society to catch up with this request beginning in 1917. And so it will be a century when it is actually realized. One of our founding intellectual advisors has been Dr. Michael Blakey, who, in addition to all of the work that you've known and you will read, that you've read about, has been an intellectual, in a sense, guiding light for the museum from its very earliest conceptualization, even prior to us having a director and a staff. So we are very happy that he is here as a central force for this symposium, and his colleagues as well, who are known to all of us, as in addition to many of you. And I'm really delighted that, having spent just 2 days with them so far, that you'll be able to hear much more from them as well. We have partners also with Michigan State University that is represented here as well. And in our collaborations with IFAN and WARC and with the Archaeological Lab at the university, they have been fundamental partners. I'm particularly delighted that many of the graduate students we've worked with over the last 2-3 years are here, and we are looking forward to moving forward with several major research initiatives that we hope will bear fruition for the foreseeable future under Dr. Chow's direction, as well as larger institutional presence. In terms of honoring our time and the time of our presenters and all of you, I'm going to keep my remarks brief, but just again want to welcome you and thank you for attending today, and hopefully we will see you for the remainder of the symposium. Merci Deborah. À présent, je donne la parole à M. Ibrahima Thiaw pour délivrer son message. Certains participants. I would like to begin by welcoming and thanking the National Museum of African American History and Culture and our dear friend and colleague here present, Deborah Mack. Over the past few years, their generous support permitted us to engage in pioneer research programs. And these include training in underwater diving and documentation, digitization of parts of our collection and archives, and soon, we hope, the redesign of our lab space and collection management. I would also like to thank the Matrix Center of Michigan State, here represented by Dean Rehberger and Mike Green, for the invaluable technical support, but also, of course, the work Usman Sen, Abdoulaye Nia, and Marianne have been very good collaborators. Our thank, of course, goes to Professor Michael Blakey, whom I wanted to meet a long time ago, and finally this happened, this is taking place here in this country. Professor Blakey, welcome to Senegal. We also, of course, thank all the participants, Professor Lam, for what he represents at the University of Dakar, Jamaima, whom I met almost 15 years ago, and Francois Richard, a long-time friend and colleague, helping a lot with the training of our students, and everyone else also, of course, being here today.
This symposium is part of our broader collaboration with the National Museum of African American History and Culture. And to keep it short, our objectives are basically two. One is to help strengthen our anthropology program at a time when the University Cheikh Anta Diop of Dakar is undergoing major reforms. This is why we targeted prominent scholars in bioarchaeology and cultural anthropology, for which we are very weak, to strengthen our existing archaeology and linguistic programs. And our second objective is to renew and re-energize the spirit of Pan-Africanism around issues that matter both to Africa and African diaspora. To us, there is no better topic than race and racism to launch that conversation. Although we live in an age of high-speed global connectivity with enhanced mobility of people, commodities, capital, and labor, race and racial identity continue to plague our fluorescence and our very existence in the modern global world. Either races exist or are ideological creations, racism is an enduring mode of cognition that proposes a certain organization of our social world. It has the ability to reinvent itself in post-colonial and postmodern contexts, sometimes in unsuspected ways. It is then urgent to reestablish dialogue on the subject matter in both academic and public debate to unravel its multiple silent and disguised forms of ways it affects identity, social location, and life ways of people around the world, and in particular, Africa and the African diaspora. I believe this will be the beginning of a long and productive conversation that will improve the lives of those who have been the victims of race and racism, but also of those who perpetuate it in order to ultimately make our world a better place for all of us. Thank you. Merci beaucoup. D'abord le WARC, l'IFAN à travers le laboratoire de carbone 14 et le musée noir à travers Deborah ici présent. Et tout cela peut-être sous l'impulsion du grand maître Michael Blackie, que je découvre aussi avec plaisir et que je salue très respectueusement. Je pense que ce qui est en train d'être fait depuis plusieurs années, notamment avec les appuis qui ont été apportés à l'IFAN, qui sont très très importants dans le domaine de l'archéologie sous-marine, dans le domaine de la numérisation des collections et bien d'autres activités sont très importantes, à côté bien sûr de ce que le WAC fait depuis bientôt un quart de siècle, qui consiste à mettre en contact les communautés scientifiques de part et d'autre de l'Atlantique. Nous avons presque rompu le mur de l'Atlantique avec ces efforts-là. Je veux donc dire vraiment que c'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve ici et que je me projette d'une certaine manière dans ce que nous sommes en train de faire, parce que les questions qui sont évoquées ici, au-delà de l'aspect biologique, sont très importantes au plan culturel. Je me considère comme noir. Je suis le directeur de l'Institut fondamental d'Afrique noire et je suis aussi le directeur général du Musée des civilisations noires. Je suis triple noir. Et cela est important pour moi parce que nous sommes dans un monde où les identités doivent s'affirmer avant d'être ensemble. Il ne s'agit pas de reprendre les vieux débats de positionnement, mais simplement de partir de ce qui existe, de ce qui est constant et de ce qui est utile dans chaque civilisation, dans chaque culture. Et de ce point de vue-là, la question noire, la question raciale est plus une question culturelle qu'une question biologique. Et comme on ne peut pas vivre sans sa culture, il va bien falloir en parler.
Et je pense que c'est quand on parlera de toutes les cultures qu'on va pouvoir créer un véritable creuset. Ousmane me disait tout à l'heure que j'étais devenu senghorien. Je pense que je n'ai jamais été autre chose que cela dans le domaine de la culture. Et je pense que la civilisation de l'universel, ce sera vraiment la synthèse de toutes ces cultures. C'est pourquoi ces débats, ces initiatives, ces musées, le vôtre, le nôtre, seront des éléments importants dans la construction du banquet de l'universel auquel nous serons tous invités, je l'espère. Sur ce, je déclare ouvert le symposium sur race et construction des modernités noires et invite les prochains panélistes à venir se mettre en place sans tarder. Aboubakri Salam. Et sous la direction de Dahaba. Dahaba. Je crois que nous allons... Ça va comment? C'est comme ça. Avec ça, hein? Là. Regardez. Non, c'est... Non, c'est... Encore. Quitter les Égyptiens, voilà, c'est ici. C'est ça? Oui. Voilà. Donc, on a eu un peu... Je le précise tout de suite. Et M. Sen m'a, moi aussi, pris au collet. C'est pour cela que je suis là ce matin pour, disons, essayer de modérer un panel qui est très relevé. Et ce panel est composé de communicants, à savoir M. Alain Froment, qui va nous entretenir de l'anthropologie physique coloniale française et la question des races. Ensuite, nous passerons la parole à notre très cher professeur Aboubakri Moussalam, qui nous développera une thématique qui porte sur la race des anciens Égyptiens, idéologie et faits. Ensuite, nous donnerons la parole à M. Michael Blackie, qui nous parlera de son texte intitulé « L'aveuglante lumière de la race ». Et ensuite suivront des questions et des réponses, donc des discussions générales, avant d'aller au déjeuner. Sans tarder, je vais donner la parole à M. Alain Froment. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. Je suis extrêmement content de revenir à Dakar. Ça n'avait rien d'évident de m'inviter puisque je suis de ceux qui ont développé un appareil critique assez méthodique à propos des théories de Cheikh Anta Diop. Ça fait d'autant plus plaisir de pouvoir en débattre. Alors, je ne m'adresserai pas en anglais à vous, ni en Wolof, parce que mon niveau de Wolof est encore insuffisant. Et si je le fais en français, c'est évidemment en raison d'une longue tradition issue de la colonisation. Et c'est donc de cela qu'il va être un petit peu question ici. Et en particulier, donc, des méthodes traditionnelles de l'anthropologie biologique ou de ce qu'on appelait autrefois l'anthropologie physique, qui consistait à faire de la biométrie, à mesurer des gens, vivants ou morts, des squelettes, et en particulier le crâne, qui est dans notre anatomie la partie la plus complexe et celle qui peut raconter un peu l'histoire de l'humanité. Alors ce thème est très vaste et je n'ai qu'une vingtaine de minutes, donc je ne peux pas le traiter à fond. Nous allons dégager quelques axes et puis bien sûr la discussion servira à élever un petit peu le débat. Alors je vais parler essentiellement
du Musée de l'Homme à Paris, d'abord parce que j'en fais partie, je suis le conservateur de la collection de restes humains qui est importante, et aussi parce que le Musée de l'Homme, c'est une émanation du Muséum d'histoire naturelle à Paris, le Muséum national d'histoire naturelle, qui a été fondé en fait à l'époque de nos rois de France en 1635 sous le terme de jardin du roi ou jardin des plantes médicinales, jardin royal, et dès 1635, on a une chaire d'anatomie avec des dissections publiques, et c'est cette chaire d'anatomie qui deviendra, au tournant des années 1850, donc un peu avant la grande expansion coloniale française, qui deviendra une chaire d'anthropologie physique. Et donc, ce muséum va développer un certain nombre d'expéditions de par le monde pour rapporter des plantes et des animaux, et puis bien sûr des objets ethnographiques et des squelettes humains, issus généralement de fouilles archéologiques. Et à un certain moment, les professeurs d'anthropologie du muséum diront que ces objets ethnographiques n'ont pas leur place dans un muséum d'histoire naturelle et qu'il va falloir fonder en fait une institution spéciale qu'on va appeler le musée d'ethnographie. Et ce musée d'ethnographie, il sera loin physiquement du muséum à Paris, il sera sur une colline qu'on appelle la colline du Trocadéro. Et voilà actuellement ce qu'est le musée de l'Homme depuis 1937, tel qu'on le voit du sommet de la Tour Eiffel. Vous voyez ce superbe palais, donc une aile est entièrement consacrée à l'anthropologie. Mais l'ancêtre du musée de l'Homme, donc c'est ce palais d'ethnographie du Trocadéro, où dans les années 1870, on commence à entasser des objets. Et clairement, vous voyez, la Tour Eiffel à cette époque n'est même pas encore finie. Clairement, en fait, ce musée est destiné à conserver les artefacts culturels de l'Empire colonial français. Et là, vous voyez peut-être mal, mais on voit toutes les races de l'Empire magnifiées en quelque sorte en disant « Voilà, c'est là que nous célébrons la diversité culturelle de l'Empire français ». Et puis c'est ce musée qui, en 1937, à l'occasion d'une exposition universelle, sera rasé et sur lequel on va rebâtir cette magnifique structure. Alors donc, ce muséum d'histoire naturelle s'enracine dans une tradition historique. Évidemment, il y a des grands noms de la zoologie et de l'histoire naturelle, comme Cuvier, comme Buffon. Donc vous avez ici Buffon, qui s'interroge bien sûr sur la diversité humaine, qui se pose la question notamment de la couleur originelle des premiers hommes. Et à l'époque des Lumières, en fait, il y a tout un débat sur les albinos, totaux ou partiels, pour savoir en fait quelle est la couleur de l'humanité. Mais Buffon ne croit pas aux races. Et il a cette très belle formule, vous voyez, l'homme blanc en Europe, noir en Afrique, jaune en Asie et rouge en Amérique n'est que le même homme, simplement coloré de la couleur du climat. Cela dit, vous voyez donc que c'est une division déjà géographique. Il cite 4 continents, 4 couleurs, et en fait, cette conception-là, elle va prédominer pendant pratiquement jusqu'à nos jours. Il est vrai que l'époque des Lumières, c'est une époque où on mesure beaucoup. Ici, vous voyez Goethe, qui est aussi un naturaliste, en train de faire de la biométrie. Et donc, cette biométrie, elle va s'appliquer à une curiosité scientifique qu'on appelle la phrénologie, qui est développée entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe, disons à l'époque de Napoléon, où en fait on va attribuer au cerveau non pas une capacité globale cognitive, mais des régions spécialisées dans les vices et dans les vertus. Et donc la phrénologie va marquer le début de l'anthropologie et va beaucoup en fait mesurer les crânes, avec l'idée aussi que plus un cerveau est gros, plus la personne est intelligente. Alors évidemment, ça c'est une tendance évolutive de l'espèce humaine dans son évolution historique par rapport à nos cousins, chimpanzés, etc. En 3 millions d'années, le cerveau humain a triplé de volume, et c'est donc dans notre anatomie l'organe qui a été le plus soumis à sélection, qui a le plus vite évolué. Donc on est passé à peu près de 400 à 1300 cm3, c'est beaucoup. Mais la phrénologie commence donc, du point de vue de la neuroanatomie, à s'intéresser au fonctionnement du cerveau, donc à localiser comme ça un certain nombre de fonctions. Et puis bien sûr, l'anthropométrie va aussi servir en criminologie.
de sorte que, comme la phrénologie a abouti à une impasse, puisqu'on ne peut pas reconnaître les vices ou les vertus de quelqu'un en fonction de la forme de son crâne, comme l'association de l'anthropométrie avec la criminologie a donné une image assez policière, donc l'anthropométrie et la craniométrie souffrent un petit peu jusqu'à présent de cette image négative. Mais l'anthropologie biologique s'enracine dans la médecine. Et vous voyez ici tous les grands anthropologues français et les titulaires de la chaire d'anthropologie du Muséum sont des médecins. Et comme ici le professeur Valois, que j'ai connu, qui est mort il y a seulement une vingtaine d'années, ce sont des craniométreurs. Et il constitue une collection remarquable, en fait, au sein du muséum, donc qui est hébergée actuellement par le Muséum d'histoire naturelle dans ses réserves du Musée de l'Homme, notamment 18 000 crânes. Mais ces crânes ne sont pas issus, contrairement à ce qu'on pourrait penser, de l'expansion coloniale. Vous voyez déjà que la moitié concerne l'Europe, évidemment surtout la France, depuis la préhistoire, depuis les hommes de Néandertal, et puis que les différents continents sont presque également représentés, sauf le continent américain. Donc le continent américain, ça n'est pas une colonie de la France, et on n'a qu'une seule colonie en Amérique, c'est la Guyane. Mais en fait, Ami, le professeur d'anthropologie du Muséum qui constitue la collection, et Paul Rivet, le fondateur du Musée de l'Homme, sont des anthropologues américanistes. Donc ils fouillent beaucoup, surtout en Amérique latine, et donc ils rapportent beaucoup de collections. Ce qui explique qu'en fait, l'origine de la collection n'est pas un découpage colonial, et on peut regarder aussi pays par pays. Par exemple, en Afrique, bien sûr, il y a des choses qui viennent du Sénégal, mais il y a des choses qui viennent du Mozambique ou de l'Afrique du Sud, c'est-à-dire de pays qui ne sont pas des colonies françaises. Ça résulte en fait des expéditions du Muséum. Et puis alors, en 1848 arrive l'abolition de l'esclavage et un sculpteur célèbre qui s'appelle Charles Cordier se met à se passionner pour l'anthropologie physique. Il adhère à la Société d'anthropologie de Paris qui sera fondée une dizaine d'années plus tard. Et le Muséum, pour sa galerie d'anthropologie de 1855, lui commande des représentations des races humaines. Et celles-ci, ce sont les plus belles de ses œuvres qui sont actuellement dans un grand musée parisien qui s'appelle le musée d'Orsay, qui est consacré à l'art du XIXe siècle. Mais vous voyez un petit peu la magnificence avec laquelle Cordier sculpte les races humaines. Ça, c'est son premier modèle qui s'appelait Saïdenkes, qui était un ancien esclave soudanais qui posait pour les peintres et les sculpteurs. Donc lui, il le représente d'après nature. Il a la fameuse Vénus noire. Et puis, vous voyez, il a tout un tas de personnages comme ça qui vont être exposés au muséum pour illustrer la diversité humaine. Mais dans les pays anglophones, je dirais, on a ce sens un petit peu de l'échelle des êtres avec une gradation. Donc bien sûr, on vient des poissons. Un squelette humain n'est qu'un squelette de poisson avec des bras et des jambes. Et puis, vous voyez que ça monte. Et l'étape finale, c'est le blanc. Et vous avez une étape intermédiaire qui est donc la personne colorée. Et en fait, qui est cette personne ici? Ça n'est pas un Africain ni une Africaine, c'est la princesse Truganini, qui a été une des dernières tasmaniennes. Le peuple tasmanien au sud de l'Australie a été entièrement génocidé par les colons anglais. Mais nous en avons une très belle représentation au Musée de l'Homme. Et dans la formule du Musée de l'Homme qui vient de rouvrir il y a seulement 3 mois, voilà comment nous célébrons la diversité humaine. Donc nous avons ressorti tous ces bustes qui sont en fait issus de la phrénologie initialement. Et vous avez ici donc la princesse Truganini qui trône en majesté. Et puis le médecin phrénologiste qui a réalisé une grande partie de ces bustes et qui a fait le tour du monde en bateau pour le faire, qui s'appelait Dumoutier. Vous voyez comment il déclare que c'est aux phrénologistes qu'il appartient, plus qu'à tout autre peut-être, de prouver combien l'organisation cérébrale de ces hommes est supérieure à celle des brutes, au rang desquels on a cessé de les ravaler. Donc il y a là aussi une démarche humaniste, et vous avez d'ailleurs Dumoutier qui est là, derrière l'appareil qu'il avait inventé pour mesurer donc, les bustes qu'il avait fabriqués. Mais évidemment, le grand nom de l'anthropologie française, c'est Paul Broca, qui est à la fois anatomiste, chirurgien, fondateur de beaucoup de structures d'anthropologie en France. Et Broca est un grand biométricien. Il invente beaucoup d'appareils.
et évidemment, ça, ce sont les appareils de base qu'on utilise d'ailleurs toujours, hein, le pied à coulisse et le compas à branche courte. Mais ce qui est intéressant, c'est que quelqu'un qui est presque un contemporain, vous voyez, qu'ils auraient pu se croiser un petit peu, Karl Landsteiner, lui, il va avoir le prix Nobel de médecine en 1900 pour la découverte des groupes sanguins ABO. Et donc les groupes sanguins ABO, c'est le début de la génétique. Autrement dit, dès la fin du XIXe siècle, il va y avoir un débat dans l'anthropologie physique entre la contribution de la biométrie, qui reste très importante, parce que la morphologie, c'est un petit peu l'expression des gènes, et les gènes, on ne les connaît pas très bien, et puis la révélation des groupes ABO, eh bien, c'est le début des études sur l'ADN, c'est déjà l'ancestralité de l'ADN. Et pourquoi est-ce qu'on mesure les gens ? Eh bien, tout simplement parce que sur ces 4 portraits-là, vous pourriez croire qu'il y a 4 personnes. En fait, il y en a 8. Ce sont un parent et un enfant. Vous voyez, en fait, d'un côté l'enfant, de l'autre côté le parent. Tout ça pour dire qu'en fait, quand on a une physionomie, elle est transmise par les gènes. On ressemble à son papa ou à sa maman, tout simplement parce qu'on reçoit ces gènes. Et puis, il y a des familles endogames, les familles princières, par exemple, en Europe, bien connues, comme les Bourbons, qui avaient un nez particulièrement fort, ou les Habsbourg, qui avaient un menton particulièrement fort. Sur des générations, ça prouve que les caractères physiques sont transmis par les gènes, même si jusqu'à présent, on ne sait pas où se trouvent ces gènes. Et donc, les biométriciens, en fait, ont fait ce qu'on appelle un proxy pour de la génétique, c'est-à-dire qu'ils ont remplacé la génétique qu'ils ne maîtrisaient pas par ce qui pouvait approcher de plus, c'est-à-dire la morphologie. Et donc, on élabore comme ça ce qu'on appelle des corpus biométriques. Donc ça, c'est une base de données, par exemple, où vous avez dans les colonnes, vous voyez, chaque individu est mesuré avec en haut longueur du crâne, largeur du crâne, hauteur du crâne, enfin, tout ce qu'un biométricien peut enregistrer sur une structure anatomique telle que le crâne. Mais évidemment, cette façon de mesurer l'humanité est toujours négativement connotée. Ça, c'est une revue qui s'appelle Sciences humaines, une revue française, et le numéro est récent. Mais vous voyez qu'on a ressorti en fait une photo de l'Allemagne nazie, puisque en fait, dans l'Allemagne nazie, on souhaite aussi décrire la raciologie dans ses moindres détails. C'est pour ça que la biométrie, même si elle n'est pas raciale aujourd'hui, souffre encore de cette image et qu'on doit l'assumer. Et puis, dans les colonies, beaucoup de médecins donc, pratiquent de la biométrie, et c'est ce qu'une de mes collègues historiennes a appelé la science coloniale inutile, c'est-à-dire qu'elle ne comprend toujours pas maintenant pourquoi les gens ont consacré tellement de temps à mesurer les populations. Finalement, on s'aperçoit que l'ethnologie a servi la colonisation, c'est-à-dire que le but du colon, c'était avant tout de comprendre les mentalités, et donc de pouvoir les tourner à son avantage et de faire accepter la domination. Alors que finalement, la biométrie, ça n'a aucun intérêt du point de vue de la domination. C'est juste de la description. Et même si parfois on a des hiérarchies, en fait, on ne va pas très loin avec la biométrie parce qu'on mesure des proportions corporelles ou des proportions de crâne. Et ça aboutit, donc, notamment en AOF, donc dans l'Afrique occidentale française, et basée à Dakar, une grande mission après-guerre, dirigée par un médecin colonel qui s'appelle Léon Pal, qui est mort en 1988. Vous voyez, tout ça n'est pas très vieux. Il était à ma soutenance de thèse. Et donc, cette mission anthropologique, elle était basée à Dakar. Elle a été ensuite remplacée par une structure qui s'appelle l'ORANA, qui a également disparu. Donc l'ORANA, c'est l'Office de la recherche sur l'alimentation et la nutrition en Afrique. C'était en face de l'hôpital de Dantec. Alors je ne sais pas d'ailleurs où sont les archives actuellement de l'ORANA. Je lance un appel à ceux qui le savent parce que l'ORANA conserve en fait la mémoire de la mission anthropologique de l'AOF. Et cette mission, c'est essentiellement de la biométrie, c'est aussi de l'alimentation. Parce qu'une des applications de la biométrie, c'est de déterminer l'état nutritionnel des gens, donc le poids, la taille, les plis cutanés, etc. Tout ça, ça fait aussi partie de la biométrie. Et la mission raciologique était surtout destinée à évaluer l'état nutritionnel des populations et les carences, notamment les goitres avec la carence en iode ou les carences en vitamine A. Donc il y a une littérature médicale très importante autour de la mission de l'AOF, d'autant que Dakar
qui est vraiment une grande capitale intellectuelle à l'époque coloniale, héberge la faculté de médecine. La faculté de médecine pour toute l'Afrique de l'Ouest, et tous les médecins africains, des gens comme Houphouët-Boigny, qui deviendra président de la Côte d'Ivoire, viennent faire leurs études médicales à Dakar. Il y a donc des archives, on autopsie les gens, etc. Donc il y a une tradition médicale extrêmement forte ici, et la mission anthropologique va donc décrire la raciologie de l'Afrique de l'Ouest. Mais finalement, quand vous regardez de quelle race il s'agit surtout d'ethnie, c'est-à-dire que les gens sont classés sur des critères culturels et essentiellement linguistiques. Mais ensuite, la mission n'aboutit pas à des descriptions en termes de hiérarchie. C'est simplement quelque chose de descriptif pour essayer de comprendre, à travers la morphologie, l'histoire du peuplement de l'Afrique de l'Ouest. Alors, pour finir, la biométrie, maintenant, elle est un peu plus sophistiquée, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir simplement un compas ou un pied à coulisse, on fait des scanners, on étudie les choses en 3 dimensions. Mais c'est toujours de la biométrie, en fait. Donc on peut le faire sur le squelette, on peut le faire comme autrefois sur le vivant, mais avec de nouveaux outils, notamment les lasers surfaciques, qui vous captent les surfaces entières et non pas simplement certains points. Et finalement, donc, on a ce mot de Paul Rivet très important. Donc Paul Rivet, militant antifasciste, président du comité de vigilance des intellectuels antifascistes en 1936, donc en pleine émergence du nazisme et des régimes autoritaires en Europe, à la fondation du Musée de l'Homme, qui a cette phrase marquante disant « l'humanité ne se divise pas, ni dans le temps », donc il y a une continuité par rapport aux ancêtres de l'homme, ni dans l'espace. Il n'y a donc en fait pas de discontinuité dans l'espèce humaine. Or, la base du concept de race, c'est un concept de discontinuité. C'est des sous-ensembles à l'intérieur d'un ensemble. Et Rivet, donc cette phrase-là est prononcée donc en 1937 à l'inauguration du Musée de l'Homme, elle montre bien, vous voyez dans l'animation que je peux vous refaire, que finalement, effectivement, on pourrait dire, d'ailleurs Cheikh Anta Diop l'a dit, mais les anthropologues physiques noient le poisson en disant qu'il n'y a pas de race. Vous savez bien qu'un Suédois et un Sénégalais sont différents. Eh bien non, parce qu'il y a derrière, effectivement, cette apparente discontinuité, un ensemble de nuances qui fait que l'espèce humaine est continue. Et d'ailleurs, dans les anciennes classifications, vous voyez, ça date des années 20, on fait des phylogénies, on fait des arbres généalogiques des races, mais on voit bien la continuité, on voit bien ce qu'on appelle les anastomoses. Et d'ailleurs, ici, enfin, on lit mal, mais c'est pour dire qu'il faut toujours se rappeler que les races humaines se croisent librement. Donc, on essaye de faire des races. On raisonne sur la notion d'isolement géographique qui fait que certains sous-ensembles se sont déterminés géographiquement, mais qu'en fait, les gènes circulent. Et vous l'avez peut-être encore plus concrètement dans cette vision d'un anthropologue américain qui s'appelait Houghton. Vous voyez, il y a un tronc commun avec des rameaux et puis des communications qui sont en fait les flux de gènes. Donc c'est ça un petit peu la représentation raciale dans les années 20-30. Et à partir de ces bases de données que les anthropologues physiques ont constitué en mesurant si péniblement toutes ces données anthropométriques, eh bien, on a dans cette analyse-là, qui est sur une dizaine de mensurations du crâne, on aboutit, vous voyez, à une nappe continue. Ça, c'est l'humanité. Il n'y a pas de sous-ensemble. Mais donc l'ordinateur vous met dans un plan ce qu'on appelle un multi-espace ou un hyperespace où on a autant de dimensions que de variables. Donc s'il y a 10 variables, il y a 10 dimensions. On projette dans le plan, on a une continuité. Et en même temps, vous voyez que la géographie n'est pas absente, puisque l'Europe serait là, l'Afrique serait là, le Pacifique, l'Asie et les Amérindiens. En fait, on a une structure qui, depuis bien avant Buffon, est une structure géographique, mais c'est une structure qui, effectivement, retient ces sous-ensembles en les projetant dans un espace qui explique, en fait, du point de vue de l'histoire évolutive de l'espèce humaine, les migrations à travers l'ancien monde. Et quand on fait une analyse, en fait, vous voyez ici, de 7 variables sur ce plan, eh bien, on voit bien la correspondance entre ce que donne l'ordinateur, qui ne s'occupe que d'anthropométrie, et ce que donne la géographie. Et vous voyez notamment que sur les deux axes, donc on a respectivement 50% et 34% de la variance, donc 84% de toute la variation morphologique
est exprimé dans ce plan. Et le premier axe est très corrélé à la largeur du nez. Vous avez des gens qui ont des nez étroits en Europe et des nez larges dans les zones tropicales. On peut expliquer ça par des adaptations. Et puis, dans l'autre sens, la largeur de la face, ce qu'on appelle le diamètre bizygomatique, qui va de l'ouest vers l'est en s'élargissant. De sorte que là encore, on retrouve des sous-ensembles, mais à l'intérieur d'une continuité. Et d'ailleurs, cette morphologie, on peut l'appliquer ensuite à qui on veut. Par exemple, ici, il s'agit non plus de population, mais d'individus. Voyez des mesures faciales sur des gens d'Afrique de l'Ouest et des gens d'Afrique centrale en vert. Vous voyez que c'est très difficile, mais chacun d'entre nous peut faire cet exercice de reconnaître sur sa tête quelqu'un qui vient du Congo ou du Sénégal. Parfois, ça va marcher, mais en général, on a un petit peu de mal. Par contre, si on prend une population génétiquement un peu plus isolée, comme les pygmées qui sont ici en violet, eh bien, vous voyez que là encore, la superposition avec les points verts d'Afrique centrale, elle est à peu près à 50% parce qu'il y a des échanges génétiques entre les deux populations. Par contre, sur l'inspection faciale, on est presque certain de distinguer un Sénégalais d'un pygmée, rien que d'après la morphologie. Donc c'est simplement parce qu'il y a derrière cette morphologie une part de génétique. Donc voilà comment, malgré cette analyse qui fait que l'anthropométrie puis la génétique ont montré la continuité dans l'espèce humaine, et bien que malgré tout, cette diversité continue à poser problème. Je vous remercie. Merci, M. Normand. Ancien, l'idéologie et les faits. Je vous propose le plan suivant. Voilà, une idée préconçue, c'est-à-dire l'idée sur la race des anciens Égyptiens, une manipulation inévitable, la manipulation, une manipulation qui ne passe pas, on va voir pourquoi, et puis les témoignages qui contredisent Maspero. Maspero, on verra qui c'est tout à l'heure, et puis il y aura des illustrations pour confirmer le tout. Alors, la question de la race des anciens Égyptiens, c'est une question qui a été débattue et qui a soulevé beaucoup de controverses. Alors, ma contribution n'abordera pas tous les aspects du problème, mais nous allons insister sur la responsabilité d'un homme qui s'appelle Gaston Maspero, on verra tout à l'heure qui c'est, dans la naissance de ce qu'il faut appeler une falsification, la falsification historique, ainsi que sur l'échec de cette tentative de falsification, parce que du fait de la convergence d'un certain nombre de faits sur la négritude des anciens Égyptiens. Alors, aujourd'hui, disons que l'idée d'une race égyptienne blanche a été presque totalement abandonnée. Mais il y a une autre idée qui est venue la remplacer, c'est celle d'une Égypte métissée, et qu'on tente donc d'imposer. Cela appelle un certain nombre de remarques. Donc, c'est-à-dire que certains, après avoir renoncé à l'idée d'une Égypte blanche, sont prêts à reprendre une autre idée, mais ils ne sont pas prêts à se soumettre au verdict de la science. Alors, mais les faits dont nous disposons aujourd'hui montrent qu'il n'y a qu'une chose qu'il faut retenir, c'était la négritude des anciens Égyptiens. Et cela ne présente aucun doute. On verra pourquoi. Alors, donc, en attendant, revenons sur Gaston Maspero. J'ai dit qu'il y a l'idéologie et que c'est un homme du nom de Gaston Maspero qui est le père de cette thèse d'une Égypte blanche. Alors, qui est Maspero? Maspero, c'est l'égyptologue français. Alors, vous voyez, on a toute la chose que je prévoyais de faire, c'est-à-dire de présenter les éléments les uns après les autres. Ce n'est pas dans la machine, donc ça me pose problème. Bon, mais retenons que Gaston Maspero, c'est quelqu'un qui a vécu entre 1846 et 1916, qu'il a été normalien et qu'il est devenu professeur au Collège de France à l'âge de 27 ans, ce qui est quand même un âge extrêmement jeune, c'est-à-dire que c'était quelqu'un d'extrêmement brillant. Et qu'il a été secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, donc une institution très respectée en France, qui était le siège justement de l'élaboration des savoirs, donc une institution, disons, scientifico-idéologique, et qu'il forma plusieurs générations d'égyptologues, dont Georges Legrain, Alexandre Moret.
Gaston Maspero a aussi écrit un livre très très important qui s'appelle « Histoire ancienne des peuples de l'Orient classique ». Et l'Égypte était classée justement dans ces peuples de l'Orient classique. Et la première édition de ce livre remonte à 1875. Et Maspero va analyser les momies après avoir écrit ce livre. Et nous verrons ce qu'il va écrire dans ce livre-là. Mais il a été également, Maspero, un archéologue extrêmement chanceux. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1881, quand Mariette Pacha est décédé, c'est Maspero qui le remplace en Égypte. Et c'est lui qui va, c'est sous sa direction qu'on va découvrir ce qu'on a appelé la cachette de Deir el-Bahri, cachette dans laquelle on avait regroupé tous les pharaons importants d'Égypte pour les soustraire au pillage des voleurs de tombes. Donc Sekenenre, c'est l'un des tout premiers pharaons du Nouvel Empire. Ahmosis, Amenophis Ier, les Ramsès I, les Ramsès II, tous les grands pharaons d'Égypte étaient cachés là. Et c'est sous le magistère de Maspero que cette cachette a été découverte. Et Maspero va donc être le premier à se pencher sur les momies de ces pharaons-là. Mais c'est lui qui Maspero, était à l'origine donc de l'idée que les Égyptiens étaient de race blanche. Nous allons voir comment. Alors, il s'appuie sur la description de l'Égypte. La description de l'Égypte, c'est un ouvrage qui a été rédigé au lendemain de l'expédition d'Égypte, organisée par Napoléon. Et quand les gens sont allés en Égypte, l'armée de Napoléon, elle était partie avec une autre armée, une armée de savants. Et cela a donné un ouvrage en plusieurs volumes intitulé La description de l'Égypte, qui a été publié en 1818. Et s'appuyant sur ce livre, Maspero écrit ceci. Alors, ce passage est très important, voilà pourquoi je vous le dis. De nos jours, la provenance et les affinités ethnographiques de la population, il parle de la race égyptienne, ont fourni matière à de longues discussions. Tout d'abord, les voyageurs du XVIIe siècle, trompés à l'apparence de certains coptes abattardis, vous voyez, assurèrent que leurs prédécesseurs de l'âge pharaonique avaient le visage bouffi, l'œil à fleur de tête, le nez écrasé, la lèvre charnue, et qu'ils présentaient plusieurs des traits caractéristiques de la race nègre. Cette erreur, c'est moi qui souligne, vulgaire encore au commencement du siècle, s'évanouit sans retour dès que la Commission française eut publié son grand ouvrage. Il s'agit de description d'Égypte. Alors que nous apprend ce grand ouvrage, c'est ceci. En examinant les innombrables reproductions et statues de bas-relief dont il est rempli, on reconnu que le peuple figuré sur les monuments, loin d'offrir les particularités ou l'aspect général du nègre, avait la plus grande analogie avec les belles races blanches de l'Europe et de l'Asie occidentale. Donc Maspero s'appuie sur un ouvrage où sont représentés les Égyptiens. Et il dit que quand on regarde, les gens qui sont représentés n'ont rien à voir avec les Noirs, mais qu'ils ressemblent avec les belles races blanches d'Europe et d'Asie. Donc vous voyez un peu comment Maspero engage les choses. Donc les Égyptiens étaient des Blancs et non des Africains noirs. Alors, avec une telle idée, bien sûr, Maspero, qui va se pencher sur les momies égyptiennes, ne pouvait pas avoir une attitude, disons, objective. C'est très clair, parce qu'il avait déjà une idée arrêtée, préconçue. Alors, et il va donc produire deux ouvrages très importants après s'être penché sur les momies égyptiennes. C'est la trouvaille de Deir el-Bahri. Je vous ai dit que tous ces grands pharaons avaient été regroupés dans une tombe à Deir el-Bahri. C'est Maspero donc qui va récupérer ces pharaons et il va se pencher sur eux. Il produit donc deux ouvrages, La trouvaille, où il décrit de manière sommaire tous ces pharaons-là, dans quelles circonstances ils ont été découverts. Et il produit par la suite un autre ouvrage fondamental, ce sont les momies royales de Deir el-Bahri en 1889. Alors, dans cet ouvrage, Maspero, bien sûr, va blanchir toutes les momies. Assisté d'un de ses collaborateurs, le docteur Fouquet. Donc, Toutmosis Ier, Ramsès, tous ces pharaons-là sortiront blanchis des observations de Maspero et de son assistant. Mais il va surtout s'intéresser à la reine Ahmes Nefertari. On verra tout à l'heure qui est la reine Ahmes Nefertari. Et il va
proprement la blanchir parce que elle représentait quelque chose de fondamental. Parce que Ahmes Nefertari, qui a été à l'origine justement de la 18e dynastie, Ahmes Nefertari avait le malheur d'avoir des représentations noires charbon. Et pour Maspero, c'était quelque chose d'intolérable. Alors, qui était Ahmes Nefertari? Elle était la fille de Sekenenra, Sekenenreta. Sekenenreta, c'est l'ancêtre du Nouvel Empire. C'est lui qui a été à l'origine, qui a déclenché le combat contre les Hyksos. Et donc, c'est quelqu'un de très important. Donc, Ahmes était sa fille. Et Ahmes était également la mère d'Ahmosis. Et c'est Ahmosis qui, à la suite de Sekenenra, justement, a été le libérateur de l'Égypte. C'est lui qui a expulsé les Hyksos. Et Ahmes a occupé également l'une des premières fonctions sacerdotales d'épouse de Dieu. C'est une fonction fondamentale qui remonte donc au Nouvel Empire, au début du Nouvel Empire. Ahmes a restauré également les nécropoles laissées à l'abandon par l'occupant Hyksos. Et Ahmes, pour tous ses travaux, pour tous ses services rendus à sa nation, eh bien, Ahmes a tout simplement été divinisé à sa mort par les Égyptiens. Voilà donc pourquoi elle était fondamentale, elle était très importante aux yeux de Maspero. Mais le problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que Ahmes affichait une noirceur extrême. On verra tout à l'heure avec les illustrations. Et cette noirceur, justement, allait à l'encontre des thèses de Maspero, parce qu'il avait décrété que les Égyptiens étaient des Blancs. Mais Ahmes était noir charbon. Voilà pourquoi Maspero va tout simplement essayer de la blanchir. Et voilà ce qu'il affirme après avoir examiné la reine. Il dit, on constata que c'était une femme d'âge mûr, de taille moyenne, appartenant à la race blanche. Donc, Ahmes, malgré ses portraits noirs, était blanche. Alors, voilà pourquoi Maspero va s'engager dans une opération de manipulation. Puisqu'il veut que Ahmes soit blanche, il lui faut, comment dirais-je, présenter les faits de manière à ce qu'elle soit effectivement blanche. Et c'est ce qu'on appelle la manipulation. Mais cette manipulation, elle ne va pas passer. Pourquoi? Parce que la négation de la négritude d'Ahmes, Maspero va la présenter d'une manière tellement, comment dirais-je, anormale. Les faits seront tellement travaillés et trop subjectifs qu'on se rend compte que ça ne peut pas être quelque chose d'honnête scientifiquement. On va voir pourquoi. Alors, Maspero va organiser une mise en scène pour l'ouverture de la momie de Ahmes Nefertari. Et pour cela, il va mobiliser toutes les autorités de l'Égypte à l'époque, son Altesse le Khedive, et il lui rappelle que... You know how thankful I am to be here at WARC, about which I have heard for most of my adult life, and to be here in the intellectual culture of Senghor and Diop and Damas and Brière and all of these of the Francophone intellectuals of Senegal and the Caribbean, about whom I learned at Howard University as an undergraduate student, and who have stayed with me ever since. So it's a great pleasure for me, and I appreciate your welcome. I tell my students, perhaps everyone, and certainly myself, to question the unquestionable. It is the way to achieving the impossible. And we must achieve an awareness of things that are beyond what is reasonable to many, things that seem impossible to many are really much of what we should be searching for, you know.
a spherical Earth, you know, a heliocentric solar system, an end to slavery, all seemed impossible for many people at the time that these actually did, in fact, come about. So, from a point now somewhat historically removed, though not enough, but somewhat historically removed, it should be possible to know race as it formed and receded, leaving old forms in the wake of the new. Race began as a particular historical product of the Enlightenment, of the European Enlightenment, a particular form of science, to replace European religious ideology with a secular ideology in which a universe determined by an idea called God comes to be determined by an idea called nature. Enlightenment science, race, colonialism, slavery originated and grew up together. They are in many ways inextricable still. Race constructed the obvious variation of human beings and objectified these identities as part of nature. It applied an idea to the human world in the process of naturalizing it. And as such, where we see the creation of this institution of natural science, whites as scientists were empowered with a self-arrogated universal authority in interpreting the other. They were perhaps the priests of nature now. This is Carolus Linnaeus's Scala Systema Naturae, that in the mid-18th century begins the classification of all organisms, but within that, human beings, as this part of this idea of nature to be understood through science in the hands of the Europeans who were colonizing and enslaving those who were being now objectified, you know, in this way. And it's very interesting if you read carefully the descriptions of the races that we continue to use, as opposed to the monstrous and the feral races we no longer use. The descriptions are very much part of the cultural prejudices and specific histories and convenience of European relationships to them. For example, Native Americans are described as obstinate, which represents a kind of emotional, sort of illegitimate emotional relationship to others, a stubbornness, when their land is being stolen and they are being trampled under genocidal advance.
It's not that they are proud. It's not that they defend themselves. There are so many words one might use. But this is a convenient European perspective of what they are doing to those people as communicated in a description of those people as obstinate. And it goes on. Africans were described as being ruled by caprice. They made no sense whatsoever. This is people who are being objectified and perceived as property. And as you'll see, increasingly molded into an idea of something other than human by Europeans who, by the way, already describe themselves as sanguine and acute under Linnaeus. And we will see them increasingly, Europeans or Caucasians as they'll be called, defining themselves as objective, universal, real humans, and cognitively empowered. And it should not require much explanation, much further discussion of the fact that they are not any more so than anyone else, or less. So the pretty faces that I showed you previously, I like to call them pretty faces of human diversity, and it's a real thing. People with long histories all over the world were converted particularly into at least these three groups, and these are the examples from a racial text of a Northwestern European, a Native American, and a Central African individual, and broad populations within the entire world, in fact, were lumped into these three groups by European scientists who participated in a society engaged in the colonization of some and the enslavement of others. Here they were being, and with Blumenbach, a student of Linnaeus, and at the turn of the 19th century, there then is the theoretical idea that that the ideal human type, the true human type, are these people he names Caucasians. And from them, other races occur as a result of degeneration from this one type that is given birth by Adam and Eve. And so others are somehow a degeneration of Adam, from Adam and Eve. And this is the theory of monogenesis. The most secular, perhaps the most, in that sense, scientific, in a particular sense, of these mid-19th century racial theories, is the theory of polygenesis, that in many ways defies biblical genesis. It's not required that everyone or anyone, people, originate from Adam and Eve, and it is in that the French and American advocates of polygenesis felt that they were being most scientific because they were in this way most distinct from Christianity, from which the sciences emerged. However,
what polygenesis produced were not really races, but different species. So they were arguing, Paul Broca, who we heard about earlier, Degas Benoist in France. In fact, the entire Anthropological Society of Paris believed that the only human species were Caucasians. The other groups were non-human species. And this is an idea, polygenesis, that forms earliest and with the greatest, highest development, if that can be said, in the eastern United States as a justification for slavery. And this is actually, I think, Louis Agassiz, a Swiss anthropologist who immigrated to the United States, shifted his thinking from monogenesis to polygenesis, joined with Samuel Morton, who was the American leading member of the polygenesis school. And by 1854, in defense of slavery, and at the same time in their process of reconstructing the world of humans as nature, series are drawn like this one, with sort of the Greco-Roman Caucasian at the top and orangutan at the bottom, a Negro in transition or intermediate, and the prognatism we've heard about earlier, the projecting lower jaw, is associated in this way more with the ape than the European. Let me mention that by the 1920s, Franz Boas, a Jewish American anthropologist, will make an argument, and I'll use him because it is, I think, a nice, neat argument, that one can, by their choice of traits, create many different kinds of series. So the hair of the European is more like the hair of the chimp. We could rearrange this. The brow ridges of, say, Eastern Europeans are much more prominent than the brow ridges of, say, Ethiopians and many other African people, although we all are diverse. And we can put Europeans then closer to apes. There are all many series one can draw, but this was the convenient series of science in the hands of Europeans and Euro-Americans who are engaged at this time in enslavement and will increasingly engage in colonialism. This is how they could see their world and were justifying genocide and slavery as being caused neither by God or by Europeans, right? The brutality, what Aimé Césaire calls the plundering of the world, could not be laid at the doorstep of European decisions. Were not, as previously, a manipulation of Christian ideas was used to make slavery and colonialism appear to be moral because the non-Europeans were seen as non-Christian and therefore had no souls, and thus, in that sense, were not quite human. And therefore could be treated as property. That would change, and historically it's very interesting to see how contradictions emerge as Africans, say, in America who were enslaved, convert increasingly to Christianity, and then presumably acquire souls and argue for their freedom.
as that trend sort of expanded greatly in the United States by the early and with the ending of the transatlantic slave trade that also accelerated the conversion to Christianity of enslaved people born in the Americas. The arguments of abolitionists are more greatly empowered, and by many other processes, economic processes, rebellions that take place. Slavery is increasingly undermined, and the Christian justification for it, the idea that these were not really humans, is falling apart on its own contradictions. And at that point, 1830s, 1840s, Morton, Agassiz, the advocates of polygenesis step in, and anthropology then replaces Christianity in this new ideology of nature, in describing non-white people as of a different species, not of Adam and Eve at all, to be handled, to be bought and sold as cattle are, of the same essential classification. And therefore, the moral questions for Europeans are resolved. The guilt of this contradiction to their own Christian morality is resolved by the creation of this idea of race and ranking of races. This is from Notting Gliddon's Types of Mankind, 1854. That is a compendium of Morton and Agassiz. Now, and in the very year of its publication, the great African-American abolitionist, orator and intellectual Frederick Douglass, who appears on the left, responds in a paper called Claims of the Negro Ethnologically Considered. It should be part of the American anthropological canon because it begins the nurture argument, the idea that people acquire education, acquire culture, create themselves through culture, or that even the physicality, the physical sort of posture of the enslaved on plantations that brings them low, similar to that, he says, of laborers in Ireland, that these things are caused by their, he calls it, circumstances. It is their conditions that create even the physiognomy of a people, not the other way around, that it is not the biology that determines their intellectual capacity, their potential participation at the highest or lowest levels of society. And he calls for the unity of humankind beyond even monogenesis. And he does this in the very year of the sort of the first broadly disseminated work of race in America, Types of Mankind. And next to him, Antenor Firmin, a Haitian diplomat and lawyer who became a titular member of the Anthropological Society of Paris in 1885. He and one other black person essentially sat there and listened to these great, the greatest minds of France advocate the work of de Gobineau, asserting that Africans were of another species altogether from Europeans. And so here's a man from the
earliest post-colonial, third democratic republic, educated entirely in Haiti, who is familiar with the fact, as any European should be, that when a European mates with an African, the offspring are reproductively viable. It is obvious, and this is, but in order to have separate species, the offspring of a mating are not, like a mule, reproductively viable. And so the students, the descendants of Broca, the French Academy, like the American Academy, the Caucasian Academy, finds it impossible to conceive of the fact in front of them. Indeed, although Firmin was not obviously mixed, he was better educated, perhaps, as his 600-page book tells us, than anyone else in the room. And he decides not to argue with these people, but because they've convinced themselves already that the obvious facts of intermarriage and reproduction between so-called Caucasians and so-called Negroes is untenable, that he does not call them idiots, but it's all very clear. The alternative understanding of facts of the matter are all very clear in this book. He also, as does Douglas, claims Egypt. And we were talking earlier, Professor Pierre and I and others, there was, and Professor Froment, there was a point in which, in the history of African Americans who were enslaved, where they identified with, because they were often not allowed to learn to read or write, but they did at first get some access to the Bible, and they identified with the story of Moses. They identified with the Israelites. So they saw themselves as Israelites, and they would refer to white people, the plantocracy, as Pharaoh. And this metaphor worked very well for them. We see it well into the 19th century. But at this point, the racialists are claiming Egypt as white, as a part of the process, like denying the viable offspring of matings between whites and blacks, as part of the evidence for the innate inequality between blacks and whites and others. So as Firmin puts it, once they have made their measurements of the skull to say that Africans are innately intellectually inferior, Europeans must go now throughout all history to make the historical record consistent with those measurements. And so essentially what they do is draw a circle around North India, Egypt, North Africa, continue around all of Europe. At times they will go down and pick up Great Zimbabwe because, as you see at the top, because it's stone monumental architecture. That means civilization to them, and they will have it. They will include that in the circle of that later they will of people they will measure in various ways to reify, to reinforce the idea that these are Europeans, and to deny Africans. And we've heard from Dr. Lam already, and we know the continued
efforts of Dr. Diop, Egypt has great symbolic significance, but its symbolic significance really began with its significance to Europeans. They were the ones who racialized it. They claimed that these were white people because that, as if I follow Firmin, that was the only way to make their measurements make sense. Of course, then they're also including in that, you know, the people of ancient Britain who at best found that they could put 3 stones together and make them stay. But this becomes one people. And then just a little more about these intellectuals, an emerging intellectual class, if you will, within the African diaspora, part of the leadership that will bring about the idea of an African diaspora. The African diaspora, on the one hand, is defined by people with a common cultural roots and circumstances, a common history of struggle with colonialism and slavery, and common cultural histories, but they are very diverse within Africa alone, obviously. But somehow there too is a circle being drawn to lump us together in the Americas with all of Africa. And there have been, you know, many debates about this, even to the formation of the African Union. Should the Americas be part of it or not? But there is this idea. And it's an idea that comes about in part because of those things I've mentioned. But part of that struggle is a struggle against racism and against biological determinism, the idea that our biology determines what we are capable of. And on behalf of both of these men, I would say Firmin said, you know, both of these men are arguing for nurture. Firmin says man, in its gendered language at the time, creates his own history. He creates his own history. Douglas said, a man is worked upon by what he works on. It's this dialectical understanding that they are working with, not a racial deterministic understanding. And so the thought of the diaspora is antithetical to racial thought, and that because the essence of racial thought is biological determinism. And I will maybe say this one more time because I think it's very important that what is emerging here is the idea that, as I've mentioned, all of our conditions are determined by nature. Humans have nothing to do with it. And this is the idea that biology determines what we are as individuals, as races, as groups of people. And Douglas is saying it's one's circumstances that determine these things. Firmin is saying it is the history history is a thing that we make. So the diaspora is developing. Yes, there's always the problem of the potential contamination of biological determinism. We will see that throughout, also within the diaspora. But mainly, absolutely, it works in antithesis to this. And so, and interestingly, politically, Firmin meets in the 1890s with Frederick Douglass when he is essentially ambassador to Haiti. The US wants to claim a major port in Haiti, and after I would have loved to have been a fly on the wall. After the meeting of Firmin and Douglass, Douglass returns to the US and says, you don't want to do that, and essentially stops the progress of that appropriation. Firmin will also meet with the sort of Dean of African American Scholarship, W.E.B. Du Bois, in Paris for the first Pan-African Congress in 1900, where they are developing diaspora in a very political
way that involves, I think, creating their own history. So this is a different sense of race, if you will, than the way in which race was created by Europeans and for their purposes. So I have something here on, so the Europeans, and this is this sort of the Caucasian category replaces the category of Christendom under the previous Christian ideology that unified Europe. Now they are white, and now they can claim the neutrality of Caucasians, that they were somehow naturally born as real, complete human beings, and had claimed, and were objective. And in many ways, Europeans are described, as I said, with regard to Linnaeus, as an objective, not a subjective, sort of ethnic set of ethnic groups. They are people. They are defining themselves as real people, objective and universal. And with science also being described as objective, although we have seen that it is not, they take authority through science. So, moving forward in time into the 20th century, I would say that through a great and increasingly profitable industry of applied anthropology and genetics, as we see, a Darwinian theory is simply folded into these, becomes a new way of describing these same inequities. It has some advantages and many biases. So this, an increasingly profitable industry of applied anthropology called eugenics develops. These ideas of nature were applied even to white populations in the US and Europe. And as eugenics was taken to its natural conclusion, really as a rabid disease, now among their enemy, their Germanic enemy. This is Nazism to which I'm referring, but it comes from the US, the US science that supported racial segregation. But now the US finds itself and the rest of the world in opposition to, I think Amy says something about this as sort of the punishment that comes at the end of creating this tangled web. Now they're using it on themselves. And I think there is a sort of, not only is it sort of obviously politically important for Germany to be stopped, but in a way there's a technique that many of us who teach about racism in the United States use, so that you would see a black child or a black person in some way abused, but it doesn't become very clear until you say, now imagine that he is white. And if you imagine that that person is white, then it becomes more clear that they are being abused than if they are thinking about that person as a black person. Oh, it may have to do with Black Lives Matter, that sort of thing. Someone is being, a woman is being mistreated in jail, arrested for no good reason, stopped for a traffic stop for no charge at all. But if she's black, there's this suspicion that, well, maybe she shouldn't have stopped there, or maybe he should have behaved more nicely to the policeman. But if you say, imagine that she is white, and then you put it within the framework of how white people are treated, how real human beings are treated, they say, oh, that's disrespectful. So in Germany, although there were efforts to make Jews into something other than white, they were still white, and those efforts would end. And the rest of the world, the sort of the world of Europeans and Euro-Americans could more clearly see that abuses, not unlike what for certain hundreds of years had been done to African Americans and Africans for maybe a lesser period of time.
now on white. Voilà, est représenté, Ahmed est représenté en noir dans certains tableaux, mais que d'autres monuments lui attribuent le teint jaune et les cheveux lisses des femmes égyptiennes, de là des discussions interminables entre égyptologues, les gens prétendant que la reine était une négresse, les autres affirmant que la couleur noire de son visage et de son corps était une simple fiction des prêtres. Maspero va jusqu'à inventer ce qu'il appelle une fiction des prêtres, et tout cela pour montrer que effectivement la négritude d'Ahmès n'était pas une négritude réelle, c'était une négritude symbolique. Et donc, et il va tenter de rattacher à Ahmès Nefertari, à la déesse Hathor, et dire que cette négritude, elle l'a obtenue après sa mort, et que donc c'était justement une négritude qui n'était pas réelle, et que c'était symbolique parce que Ahmès rejoignait le monde des dieux, et que dans le monde des dieux, il fallait avoir une couleur noire. Et là aussi, on ne se rend pas compte qu'en fuyant une difficulté, on tombe dans une difficulté plus grave. Pourquoi les dieux égyptiens étaient-ils des noirs? Quel problème. Donc il va organiser l'ouverture de ce qu'il appelle la momie numéro 5229, qui allait donc, d'après lui, probablement régler à jamais ce problème d'histoire. Donc toute une mise en scène, mais vous allez vous rendre compte que la mise en scène va foirer. Alors, pourquoi? Parce que, et avant de passer à la... on verra tout à l'heure que les illustrations que nous allons proposer montrent que ce que dit Maspero, en réalité, ne tient pas, que c'est tout simplement de la mauvaise foi. Alors maintenant, l'ouverture, pourquoi ça n'a pas marché? Parce que l'ouverture de ce qui était supposé être la momie d'Ahmès, c'est-à-dire la 5229, mais cette ouverture, eh bien, elle va réserver une surprise. C'est celle-là. Et c'est Maspero qui le dit. Ce qu'on avait jusqu'alors pris pour Nofritari était donc le cadavre de Ramsès III, et la momie anonyme était sans doute Nofritari. Donc, il veut organiser une mise en scène, mais malheureusement, la mise en scène tombe court. Bon, en fait, c'est lui qui l'a fait. Mais retenons que ce qu'il présentait comme la momie d'Ahmès Nefertari, lui-même dit que ce n'est pas en fait la momie d'Ahmès Nefertari qu'on a trouvée, mais la momie de Ramsès III. Et que donc, la momie anonyme qui avait été ouverte, on verra tout à l'heure, c'était celle-là, la momie, mais les gens qui étaient présents pour la mise en scène ne verront pas en fait la momie d'Ahmès Nefertari. Ils verront la momie d'Ramsès III. Mais parce que Maspero avait ses raisons de ne pas leur montrer la vraie momie. Alors, c'est en 1886 que Maspero fait ce constat, à l'occasion donc de l'organisation de l'ouverture de la momie d'Ahmès Nefertari. Or, ce qu'il appelle la momie anonyme avait déjà été ouverte en 1885, c'est-à-dire un an avant, et sans la présence des autorités qui sont censées confirmer que c'était bien Ahmès Nefertari. Alors, donc vous voyez que cette mise en scène, en réalité, ne règle pas le problème. Et d'après Maspero, l'ouverture qui a été faite en 1885 est due au fait que, justement, parce que la momie qui avait été, cette momie anonyme dont on pensait qu'elle ne représentait rien, avait été reléguée dans les réserves et avait commencé à pourrir. Alors donc, et c'est Maspero lui-même qui nous confirme. La première momie fut donc reléguée dans les magasins, où elle acheva de se corrompre et répandit bientôt une telle odeur qu'il devait nécessaire de s'en débarrasser. Et c'est son assistant, un de ses collaborateurs, Emile Brooks, qui va l'ouvrir en 1885, et il dit, pendant son absence, ouais, il dégage toute responsabilité. C'est Brooks qui a examiné et qui a dit que la momie qu'on a trouvée, je vous ai donné la citation, était la momie d'une femme blanche, de taille moyenne, etc. Vous voyez, cela pose un grand problème. Alors, mais qu'est devenue cette momie justement promise à la destruction? Maspero dit qu'elle menaçait de pourrir, donc il a fallu l'ouvrir pour voir qui c'était avant qu'elle ne disparaisse. Mais, surprise,
Maspero nous dit que, voilà, il revient vers le mois de septembre de l'an dernier, ça c'est dans un autre document, 1885, une seconde momie, celle de Raleigh Nofritari, probablement, vous voyez, probablement, que sa mauvaise odeur m'avait obligé à reléguer dans les magasins du musée, fut ouverte par Brooks pendant mon absence, et le corps enterré provisoirement. Il menaçait de tomber en putréfaction au contact de l'air. Hein, vous voyez, tout cela est compliqué. Le séjour dans le sable et dans la terre sèche arrêta, comme je m'y attendais, ce commencement de putréfaction. Il fut déterré après mon départ, c'est moi qui eut lieu en juin 1886, et réintégré dans les salles du musée. Alors, donc, Maspero dit que la momie qui avait pourri ou qui menaçait de pourrir, on ne s'y retrouve plus, a donc été démaillotée, mais comme elle menaçait de pourrir, on l'a enterrée pour que la pourriture s'arrête. Et que par la suite, on l'a déterrée pour la remettre dans les collections du musée. Et c'est cette momie-là qui est censée être la momie d'Ahmed Nefertari. Et que Maspero voulait montrer à toute la communauté scientifique du Caire, mais au moment où il allait le faire, ce n'est pas cette momie-là qui a été vue, c'est la momie en fait de Ramsès III qui a été retrouvée. Donc vous voyez un peu la mise en scène de Maspero, elle est très compliquée pour être honnête. Je dis tout cela est peu crédible et sent fortement la manipulation, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, Ernest Chantre contredit Maspero sur toute la ligne. Parce que quand il dit que la momie a été entrée en putréfaction, il se trouve qu'un autre anthropologue ou anthropologiste du nom de Ernest Chantre prétend lui aussi avoir examiné la momie d'Ahmed Nefertari. Ah, donc, il va se poser un problème. Et vous allez voir la description que Ernest Chantre fait de la momie d'Ahmed Nefertari, elle est totalement différente et plus détaillée que celle que Maspero nous donne. Alors, voilà ce que dit Ernest Chantre. La momie de cette reine qui fut la femme d'Ahmosis, et ce qui est correct et exact, le libérateur et la mère d'Aménophis Ier, c'est Aménophis Ier, était admirablement conservée. La tête seule avait été dégagée des bandelettes. Comparé avec ce que dit Maspero. La momie avait pourri et on l'avait enterré. Celui-là, il dit, parfaitement conservé et seule la tête avait été dégagée des bandelettes. Donc, contrairement à ce qu'affirme Maspero, Chantre dit que la momie n'a pas été débandelettée et que seule la tête avait été dégagée pour voir un peu quel visage se cachait derrière. Donc, contradiction entre Maspero et Chantre. Et il dit, Nofritari a été embaumé avec le plus grand soin. Ce qui ne serait pas pour étonner pour une reine de cette dimension-là. Et il ne semble pas que l'on ait employé le bitume pour cette opération. Le bitume, c'est cette matière qui doit conserver les cadavres, mais qui a l'inconvénient de les rendre encore trop noirs, parce que c'est du goudron. Alors, donc il dit qu'on ne semble pas avoir utilisé du bitume. Donc si on trouve une noirceur de la peau, ce n'est pas dû au bitume. C'est très intéressant. Alors, les traits et la physionomie sont peu altérés et montrent encore de la jeunesse. Donc, un visage parfaitement conservé. Elle paraît avoir environ 35 ans. La peau de son visage noircie par le temps. Il pense que c'est le temps qui a noirci le visage. Mais les portraits nous montrent que ce n'est pas du tout le temps. Noirci par le temps ne peut donner aucune indication sur son teint primitif qui, au dire des égyptologues, devait être brun puisqu'on lui attribue une origine éthiopienne. Donc, vous voyez, Chantre regarde déjà du côté de l'Éthiopie, mais pas du côté des Blancs. Problème. Et il donne une description très intéressante. La bouche est petite et les lèvres un peu épaisses. Le nez, je saute parce que je sens que je n'aurai pas le temps. Le nez est court sans être plat. Les ailes sont larges. Donc vous voyez, les ailes sont larges. Ce ne sont pas des ailes de nez d'un individu de race blanche, puisque les Blancs, on sait, ont des ailes les ailes sont étroites. Et il donne toute une sorte de mensuration, comme le disait tout à l'heure le professeur Froment. Donc, une description très précise, avec des mensurations précises. Et il dit, les caractères que nous venons de retracer, comparés à ceux des Nubiens, dont nous possédons
des mesures montre que Nofritari peut appartenir, comme on le croit, au groupe éthiopien ou nubien, plutôt qu'à une race sémitique, comme l'ont suggéré Morton et d'autres, et après lui, d'autres, et on peut dire comme essayer de le faire croire Gaston Maspero. Donc lui, il dit que non, non, cette dame-là, elle ne peut pas appartenir à la race blanche. Peut-être, elle peut être du groupe nubien ou éthiopien, mais pas blanche. Donc là, vous voyez, mais il y a d'autres éléments qui relèvent toujours des mensurations. On a constaté que Ahmed Nefertari était prognate, et elle était même plus prognate que Rai, qui faisait partie de sa famille. C'est elle qui l'avait, c'était sa nourrice. Et parce que un autre anthropologue qui s'est penché sur les momies, c'est Grafton Elliott Smith, c'est un anthropologue anglais, et qui a consacré d'ailleurs un livre aux momies, décrit la momie de Ahmed Nefertari, et il dit ceci, c'est en anglais: "And the appetit are even more prominent than rice." Alors, et ce prognatisme était un prognatisme familier. Il disait tout à l'heure que les familles qui se mariaient entre elles, en réalité, Sekenenre, leur père, avait lui-même la mâchoire forte et la bouche moyenne un peu avancée. Vous voyez, description. Et donc, Téti Chéri, la mère de celui-ci, avait une forte protrusion masculaire supérieure avec des incisives projetées en avant. Donc, vous voyez, là, en plus de la couleur noire, maintenant, on a le visage avec, comment dirais-je, un prognatisme avancé. Et nous savons que le prognatisme appartient en réalité à la race noire, et les blancs ne sont pas prognates. C'est ce qui est... Et Smith, qui a également analysé la momie, parlant des tresses, parce qu'on verra que la momie avait des tresses, eh bien, il dit que ces tresses-là ressemblaient en fait aux tresses des femmes de Nubie, donc chevelure tressée. Tout cela montre que effectivement, Ahmed Nefertari ne pouvait pas être blanche. Et on va parler ensuite, sixièmement, des portraits noir charbon, comment dirais-je, qui ne pouvaient pas être une simple fiction des prêtres, comme le veut Maspero. Alors, donc, vous voyez, Ahmed Nefertari ne pouvait pas être, comment dirais-je, une femme blanche, parce que même les portraits que Maspero veut transformer en fiction, les artistes égyptiens n'avaient pas le droit de représenter les gens n'importe comment. Ils étaient obligés de faire des portraits ressemblants, parce que sinon le cas et le bas ne pourraient pas reconnaître la personne et venir les réinvestir pour permettre la vie post-mortem. Donc si vous vous amusez à représenter quelqu'un avec des traits qui ne sont pas les siens, son cas et son bas refuseront d'avant. Donc ils étaient obligés de faire des portraits ressemblants. Ça aussi Maspero le savait, mais il était omnibulé par son désir de blanchir. Alors, Sekenenre, qui est le père justement d'Ahmed Nefertari, Maspero lui-même dit qu'il ressemblait aux Barabara. Les Barabara, ce sont des populations du Soudan actuel. Et ces Barabara, on va voir comment ils étaient. Parce que ces Barabara, voilà, d'après Chantre, la physionomie des Brabra diffère complètement de celle des Bichari et des Ababdé. La nuance de leur peau est plus foncée que chez ces derniers. On l'a décrite comme tenant le milieu entre le noir d'ébène des gens du Sénar et le teint des Égyptiens du Saïd, ou bien encore comme variant entre le bronze florentin au noir presque bleu. Voilà comment étaient les Brabra. Alors, si Sekenenre, le père d'Ahmed Nefertari, ressemblait à des Brabra, mais sa fille, Ahmed Nefertari, pouvait-elle être blanche? Un problème. Le père ne peut pas ressembler à des noirs et la fille venir et être une blanche. Ça n'a pas de sens. Mais je crois que Maspero, comment dirais-je, ne savait pas, peut-être qu'à l'époque, il ne savait pas quels étaient les liens entre Ahmed Nefertari et Sekenenre, mais c'est ça notre chance. Voilà un père blanc, plutôt un père noir,
et une fille blanche. Maspero pourra nous expliquer un peu comment cela peut être possible. Alors maintenant, nous avons un tableau généalogique. Je suis déjà à 27, je pense que je n'aurai pas le temps de faire tout cela. En conclusion, le montage de Maspero ne résiste pas du tout à la critique. Il ne résiste pas à la critique. Donc, on va donner d'autres éléments qui vont contredire Maspero. Tous les auteurs classiques, Hérodote, le père de l'histoire, Diodore de Sicile, qui est venu, qui est à cheval sur le 1er siècle avant et le 1er siècle après, Aristote, le père de l'égyptologie, Jean-François Champollion, et celui-là, son témoignage est intéressant. Il dit, enfin, j'ai bien honte de le dire, puisque notre race est la dernière et la plus sauvage de la série, les Européens, à ces époques reculées, il faut être juste, ne faisaient pas trop belle figure dans ce monde. Il décrit le tableau des races qu'il a vu dans la tombe de Ramsès III. Et il dit, il faut entendre ici tous les peuples de race blonde et à peau blanche, habitant non seulement l'Europe, mais encore l'Asie, leur point de départ. Et souvenez-vous que Maspero disait que les Égyptiens ressemblaient aux plus belles races d'Asie et d'Europe. Le père de l'égyptologie dit que d'après le tableau des races, eh bien, ces gens étaient les derniers. Ça signifie que pour lui, les Égyptiens ne pouvaient pas appartenir à ces races-là. Donc, c'est le père de l'égyptologie lui-même qui contredit Maspero. Alors, Maurizio Damiano Appia, un égyptologue moderne, son témoignage est très intéressant. Et c'est lui qui nous explique en fait l'idéologie de Maspero. Il dit, selon d'anciens spécialistes, il aurait pu dire les Maspero et autres, mais il ne donne pas leur nom. Les Égyptiens étaient des Blancs. Et afin de refuser à un peuple africain la paternité d'une civilisation qui jeta les bases de la nôtre, on avança l'hypothèse de l'existence d'une race dynastique blanche mésopotamienne. Aujourd'hui, nous savons quoi? Nous savons que les Égyptiens étaient un peuple autochtone. Il dit que nous savons que cette race n'a jamais existé. Malheureusement, je ne sais pas où est passé ce bout de phrase. Il dit que cette race n'a jamais existé et que les Égyptiens, en réalité, étaient une race qui n'avait rien à voir avec les Blancs. Mais il dit qu'il ne faut pas dire non plus que les Égyptiens étaient des Blancs, étaient des Noirs, parce que ça aussi, ce n'est pas juste. Mais pourtant, les Égyptiens, en réalité, étaient des Noirs. Mais voilà ce que veut imposer Maurizio Damiano Appia, qui, après avoir reconnu que c'était un montage idéologique, dit que maintenant, voilà ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, les documents égyptiens font état d'une race multiraciale, que les Égyptiens étaient donc des métis, comme ça tout le monde, blanc et noir, pourra revendiquer sans problème la race égyptienne. Mais Cheikh Anta a déjà répondu à ce montage, puisque ce montage ne tient pas. Les Égyptiens, voilà comment ils s'appelaient, ils étaient des Noirs, hein, voilà. Kemet, c'est le terme qu'utilisaient les Égyptiens. On nomme une femme, les traits du pluriel, et puis voilà, ça signifie noir. Voilà comment les Égyptiens s'appelaient. Donc quand les gens s'appellent Kemet, Kemet c'est noir, vous dites qu'ils sont blancs, les Égyptiens démentent tout cela à travers cette graphie-là. Heureusement, ils nous ont conservé ce nom par lequel ils s'appelaient. Alors, le tableau des races, les Égyptiens se peignent en noir et je pense que je vais aller justement au niveau des illustrations. Parce que, s'il vous plaît, venez m'enlever arrêtez le diaporama là. Arrêtez, voilà, arrêtez. D'accord. On parle de l'ancêtre des Soninké, un certain Dinga. Et on nous explique que Dinga est né à Assouan, qu'il était noir et qu'il avait épousé une femme blanche. Et qu'il y a eu des enfants métis, donc, on lui dit, tes enfants ne pourront pas te succéder, puisque ce sont des métis. Dinga était noir, il a épousé une blanche, il a des enfants métis, on lui dit, tes enfants métis-là ne peuvent pas te succéder, parce que pour exercer ces fonctions-là, il faut être noir. Donc, si on nous dit que les Égyptiens étaient des blancs, vous voyez, si même les métis ne pouvaient pas régner, à plus forte raison les blancs. Donc ça, c'est une tradition africaine. Une tradition africaine, hein.
que vous retrouverez dans le Ouagadougou, l'Empire de Ghana, le Ouagadougou et les traditions de Yerere, de Germaine Dieterlen et de Diarasilla. Bon, maintenant, je vais passer aux illustrations. Alors, le tableau auquel je faisais allusion tout à l'heure. Bon, je vais retourner au diaporama. C'est une question de bon sens. Alors, ça c'est un autre tableau qui montre qu'en réalité toute la 18e dynastie descend de Sekenen Rata. Ça va de la 4e génération à la 9e génération. Hein. Ah, voilà maintenant les portraits. Regardez, c'est l'un des portraits d'Ames Nefertari, noir charbon. Ames Nefertari, noir charbon. Voilà ce que Maspero appelle la fiction des prêtres. Ames Nefertari, noir charbon. Donc, et voilà la momie de la reine, avec des tresses. Heureusement, on a ça. Et vous voyez le prognatisme auquel je faisais allusion tout à l'heure. Regardez, vue de face, vue de profil et vue de face. Hein? Est-ce qu'une blanche peut avoir ce profil-là avec des tresses, hein, vous voyez, et puis ces portraits noirs. En réalité, Ames Nefertari était noir, les Égyptiens étaient des noirs, et voilà comment fonctionne, comment l'idéologie a fonctionné en égyptologie pour dire que les Égyptiens étaient en réalité blancs. Mais tous les éléments dont on dispose, le nom par lequel les Égyptiens s'appelaient, les représentations des Égyptiens, les témoignages des traditions africaines qui parlent de détachement d'Africains à partir de la population égyptienne. Si les Égyptiens étaient des Blancs, les Africains d'aujourd'hui qui se trouvent en Afrique occidentale seraient obligatoirement des Blancs puisqu'ils disent qu'ils viennent d'Égypte, qu'ils sont détachés de la population égyptienne. Donc, voilà les faits. Les faits montrent que les Égyptiens étaient des Noirs. Certes, ils se sont métissés, ça Cheikh Anta le reconnaît, mais le métissage égyptien intervenu à partir du Nouvel Empire, ou qui s'est beaucoup étendu à partir du Nouvel Empire, ce métissage n'a jamais modifié les fondamentaux de la race égyptienne. C'est si vrai que quand Hérodote arrive au 5e siècle sous l'occupation perse, il dit que les Égyptiens que j'ai vus avaient la peau noire et les cheveux crépus. Et tous les auteurs grecs qui sont venus après lui ont confirmé son témoignage. Donc, ce qu'il faut retenir, si on devait s'en tenir au fait, c'est que les Égyptiens étaient des Noirs et que si on les a blanchis, c'est tout simplement parce qu'on a fait de l'idéologie, et l'idéologie, ce n'est pas de la science, ce n'est pas de l'histoire. Voilà, je vous remercie.